Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui on va parler de train avec Patrick Mignola, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes vice-président à la région en charge des transports, vous êtes du MODEM et le sujet brûlant de la rentrée pour vous c'est ces petites lignes, 35% du réseau, on le sait depuis le printemps, est finalement menacé de disparaître, d'obsolescence puisqu'il a été mal entretenu. Ça représente 22 petites lignes, on dit petites parce qu'elles sont peu utilisées. Combien vous allez pouvoir en sauver ? Alors aujourd'hui, on a un besoin financier pour sauver ces lignes qui s'élève à 400 millions d'euros. Et il y avait seulement, prévu par la majorité précédente et par l'État, 140 millions. Moi, je ne veux pas accabler la majorité précédente parce que finalement, elle a subi un abandon par l'État du train en général et de l'ensemble des infrastructures ferroviaires. En France, une ligne ferroviaire, elle a 33 ans de moyenne d'âge alors qu'en Allemagne, elle a 17 ans de moyenne d'âge. Donc malheureusement, c'est une bombe à retardement qui est tombée sur la tête des régions. Et aujourd'hui, on va procéder en deux temps. D'abord, on va mettre 120 millions de plus sur la table au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur la base de ces 120 millions, on se tourne vers l'État. Et j'ai rencontré Alain Vidalis, le ministre des Transports. J'ai rencontré la SNCF, évidemment, pour savoir quel effort financier ils pouvaient faire également. Et puis, on va faire quelque chose d'assez original. On va se tourner vers les collectivités locales, parce que souvent, ces petites lignes, ce sont des lignes d'aménagement du territoire. Et c'est même parfois la seule possibilité pour irriguer le territoire. Autour d'Aurillac, autour de Montluçon, autour de Grenoble, en gros, autour de Bourg-en-Bresse. La responsabilité du maintien de la ligne ou non? Ah non, vous dites aux collectivités, si vous voulez garder votre ligne, il faut payer maintenant. Non, on va assumer, nous, notre responsabilité, parce que on fait plus de la moitié du chemin en mettant 120 millions d'euros sur la table. Ça va être un plan de relance à nul autre pareil dans l'histoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si on veut arriver à en sauver le plus possible, d'abord il faut que l'État remonte le retard qu'il avait pris, et puis après, lorsque des collectivités, évidemment pas à des hauteurs et au nombre de millions d'euros qu'on va mettre sur la table, mais il faut aussi que des collectivités, quand on veut maintenir une gare localement, quand on veut aménager les parkings autour de la gare, quand on veut organiser l'intermodalité dans la gare, entre les cars, les trains, les vélos, le covoiturage, puissent participer aussi à nos côtés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement du train, on fait aussi de l'aménagement du territoire. Et sur les 22, alors, vous en gardez combien? Eh bien, sur les 22, aujourd'hui, on doit être capable d'en maintenir presque 90%. Hein, mais le but, c'est qu'on puisse aller plus loin grâce à la participation de l'État et en mobilisant les collectivités locales. Donc nous, on a mis l'argent sur la table. On sait qu'avec cet argent, on peut aller très loin dans le sauvetage des lignes. Mais le but, c'est pas d'en laisser au bord du chemin. Et donc maintenant, on demande aux autres, et en particulier à l'État. Aujourd'hui, c'est un État qui est une majorité de gauche. Demain, ce sera peut-être une majorité de droite. Mais au fond, peu importe. On est là dans une continuité de la responsabilité. Il n'y avait pas eu d'entretien des lignes. Exactement. Un train, moins il est utilisé, moins il est fréquenté, plus il coûte cher. L'usager dit toujours le train c'est très cher, mais il n'en paye qu'une partie. Sur ces petites lignes que vous allez sauver, parfois il paye moins de 50%. Le reste, c'est vous, la région, qui le prenez en charge. Finalement, vous payez deux fois. Ça ressemble un peu à une fuite en avant. C'est-à-dire que vous vous condamnez à toujours payer plus cher. Est-ce que ce n'était pas le moment de revoir la politique de transport? Alors, c'est le moment d'arrêter avec la priorité au ferroviaire. Vous avez parfaitement raison, c'est le moment de revoir totalement notre rapport à la mobilité. Et pas en arrêtant le ferroviaire, mais en le renforçant. Sur ces lignes que vous sauvez, vous condamnez à payer toujours plus cher. Oui, mais et vous en savez, travaux et en participation au prix du billet payé par l'usager. Et même, vous disiez que l'usager supportait que 50% du coût. En fait, sur certaines lignes, c'est même moins de 25% du coût. Voilà. On arrive dans un moment où le rapport aux mobilités a complètement changé. C'est-à-dire que moi, ma fille... Sur la ligne Lyon-Bouin, vous payez pour 10 usagers. On paye pour 80 usagers. Et sur la ligne de Bouin, par exemple, très concrètement, ça coûte 8 millions d'euros pour 80 usagers. Et c'est la raison pour laquelle, là, il y avait, d'un point de vue économique, une forme de non-sens. Et on a dit, pour autant, si on ne sauve pas la ligne jusqu'à Bouin-sur-Lignon, on sait qu'on condamne tous les habitants de ce territoire, qui est au contraire dans une vraie volonté de développement, à ne plus avoir d'accès au train.
Donc comment on fait? On a mis tout le monde autour de la table, on a mis le conseil départemental de la Loire, on a mis les intercommunalités locales, la métropole de Saint-Étienne, et la région a dit, nous on est prêts à faire 50% de l'effort, c'est-à-dire à mettre 4 millions sur la table. Les autres 4 millions chargent aux élus locaux de se mobiliser également. Mais est-ce et ils l'ont fait, ils l'ont réussi. Si peu d'argent public, est-ce qu'il est bien investi pour 80 personnes? Eh bien moi je pense que oui, parce qu'il ne s'agit pas de 80 personnes, c'est 80 personnes aujourd'hui. Mais sur des territoires comme Bouin-sur-Lignon, il y a un autre territoire par exemple qui est celui de Trévoux. C'est le clientélisme que vous refusez de porter la responsabilité de fermer la gare de Bouin. Ça ne peut pas être du clientélisme que de refuser de condamner les usagers à reprendre leur voiture. On est dans un moment où la question du gaz à effet de serre est au cœur de tout. On est en train de densifier de plus en plus les villes. Le fait métropolitain fait que les villes s'étendent de plus en plus. Vous regardez Lyon. Lyon se tourne naturellement vers Saint-Étienne, vers Montbrison. Se tourne naturellement vers Trévoux, Bourg-en-Bresse. Se tourne naturellement vers la Tour du Pin, l'Avant-Pays Savoyard et Grenoble. C'est à nous de gérer les coupures vertes entre l'ensemble de ces métropoles, et c'est aussi à nous d'assurer les mobilités entre l'ensemble de ces métropoles montantes. Et donc demain, ce n'est pas 80 personnes qui pourraient être concernées à Bouin, c'est 150 ou 200. C'est-à-dire c'est la même chose que sur les lignes de la rive droite du Rhône, les mêmes lignes que l'Ouest lyonnais. On aurait tenu votre discours il y a quelques années, on n'aurait pas fait la ligne de l'Ouest lyonnais. Et aujourd'hui, la ligne de l'Ouest lyonnais, c'est 650 passagers tous les jours. On arrive à la fin de cet entretien pour la partie TLM, on se retrouve pour la suite sur YouTube. De retour donc avec Patrick Mignona, toujours pour évoquer ces enjeux du ferroviaire. On peut aussi, vous soutenez le projet Lyon-Turin, c'est 8 milliards d'euros, un projet que la Cour des comptes a jugé hors de portée des finances locales, enfin publiques et nationales du reste. Est-ce que finalement, avec cet argent que vous allez investir sur le Lyon-Turin, on n'aurait pas pu sauver, régénérer toutes les lignes et peut-être faire aussi baisser le prix du train, le prix du billet pour l'usager et donc favoriser l'accès au train? Est-ce que vous n'allez pas, finalement, c'est pas une double erreur que de soutenir le Lyon-Turin? Alors, ce que ça vous coûte et ce que ça vous empêche de faire? Alors surtout pas, parce que c'est la même démarche. Lorsqu'on sauve des petites lignes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est permettre à des personnes qui n'ont que le choix de la voiture individuelle de prendre le train. Quand on soutient le Lyon-Turin, et en particulier comme je le fais dans sa dimension de fret ferroviaire, de transport de marchandises, là aussi, on dépollue la région, et on dépollue en particulier les vallées alpines. Parce qu'on ne peut pas condamner l'ensemble des habitants de la région à subir les traversées par les camions qui aujourd'hui polluent la vallée du Mont-Blanc, polluent la vallée de la Maurienne, et demain pollueront, il faut bien se le dire, toute la partie entre Lyon et les Alpes. Comment on doit le faire? On doit le faire aussi avec une vision économique. Aujourd'hui, les Suisses ont fait le travail, alors que les Français ne l'avaient pas fait. La Cour des comptes, si elle avait existé en Suisse, aurait pu expliquer que le tunnel du Gothard, le tunnel du Lötschberg, était un non-sens économique. Et coûtait moins cher que les nôtres. Hein, qui ont la particularité d'être les plus chers d'Europe. Mais parce que ce sont les plus longs, c'est-à-dire rapporté au kilomètre, le tunnel de base du Lyon-Turin n'est pas plus cher que le Gothard ou le Lötschberg. En revanche, qu'est-ce que la Suisse est en train de gagner? Elle est en train de gagner l'ensemble des échanges internationaux du nord vers le sud, c'est-à-dire de Hambourg à Gênes, grâce au nouveau tunnel sur la Suisse. Ils permettent d'attirer l'ensemble du trafic marchandises. Nous, sur la partie qui nous concerne et qui va de Barcelone à l'Europe de l'Est, il nous manque ce tronçon, qui est le tronçon à travers les Alpes, parce que la ligne existante est très difficile à utiliser pour de vastes tunnels de marchandises, et donc il faut qu'on fasse ce choix de créer aussi un Est-Ouest, un corridor Est-Ouest. On a le Nord-Sud, on n'a pas l'Est-Ouest. Et donc on a une responsabilité qui est non seulement celle d'activer l'économie régionale à travers le Lyon-Turin, mais aussi on a une responsabilité européenne de favoriser les échanges. Sinon, qu'est-ce qui se passera? Si on reste à porte bloquée au niveau des Alpes, la France deviendra une sorte de Finistère continental. Le gouvernement envisage de financer ce Lyon-Turin infinançable par une hausse du prix de l'essence. Est-ce que c'est une mesure qui vous paraît bonne? Alors non, qui avait été le candidat avec Laurent Wauquiez du refus de la hausse des impôts. Alors, ce qu'a dit le Premier ministre... bénéficierait directement. Non, mais ce que vous dites n'est pas juste. Le Premier ministre
est venu pour expliquer comment il financerait la part française du Lyon-Turin. Grosso modo, il y a 40% pour la France et 60% pour l'Italie. Ces 40% vont être financés par les revenus qui sont générés par le tunnel du Fréjus et le tunnel du Mont-Blanc. Le secrétaire d'État au transport, qui a révoqué cette taxe sur l'essence, qui profiterait à je sais plus comment on dit, à la TFIP, oui. Et qui bénéficierait indirectement au Lyon-Turin. Alors en fait, la vous en bénéficierez indirectement de cette hausse d'impôt. La proposition que je soutiens, ça n'est pas une hausse de la TIPP qui serait ensuite rapportée aux régions, parce que ça, c'est la solution de facilité. C'est bien de tenir la ligne qui a été donnée par le Premier ministre, c'est-à-dire ce que rapportent les tunnels routiers doivent être reversés aux ferroviaires à travers le Lyon-Turin, et au fond, ce n'est que justice, puisque c'est pour éviter que les camions prennent trop la route qu'on essaie de réinventer le Lyon-Turin. Et après, il y a une deuxième proposition que je soutiens, qui est celle qui avait été formulée par les sénateurs Michel Destaut et Michel Bouvard, qui est la création d'une eurovignette. C'est-à-dire que quand on a des poids lourds, en particulier des poids lourds polluants qui traversent les Alpes, à ce moment-là, on leur fait payer une eurovignette. Ce n'est pas créer un impôt pour créer un impôt. C'est pour qu'on ait une solution de report modal en disant aux transporteurs, et ils sont prêts à le faire aujourd'hui, aller vers le fret ferroviaire. Alors pour ça, il faut qu'on soit bon dans les solutions. Et c'est pour ça qu'avant même que le Lyon-Turin soit mis en œuvre à l'horizon 2030, moi je souhaite que, y compris sur les lignes existantes, on relance le fret ferroviaire à travers l'autoroute ferroviaire alpine et à travers la relance du fret. La relance du fret aura aussi d'autres avantages, peut-être de sauver Alstom. Est-ce que vous, en tant que chargé de la commande publique de trains, vous allez faire un effort pour essayer de sauver Alstom? Moi, je souhaite, à chaque fois qu'on investit dans le ferroviaire, que, évidemment, on puisse faire travailler les industries françaises. Mais est-ce que vous allez commander de nouvelles rames? Ça a été en Île-de-France, il y a ce projet-là, la région Île-de-France. Bien sûr, nous, on avait commandé beaucoup de rames lors du mandat précédent, donc on n'a pas besoin de rames nouvelles. En revanche, on va accélérer la réhabilitation des rames anciennes pour permettre de travailler aux industries du ferroviaire. En Rhône-Alpes et en Auvergne, on a de très belles entreprises qui interviennent sur le transport, et je pense qu'à travers notre cluster de la mobilité, on peut même les accompagner dans leur modernisation. C'est ce que nous allons faire dès maintenant pour les soutenir. Il faut simplement faire attention à une chose. Vous savez, moi je suis entrepreneur, et par ailleurs je suis élu. Que des ministres défilent pour expliquer qu'on doit tordre le bras à tous les appels d'offres publics pour favoriser telle ou telle entreprise, ça me paraît juridiquement assez sensible. Ce que je crois en revanche... Il n'y a pas besoin que ce soit des ministres, il y a aussi un président de région, Laurent Wauquiez, qui a toujours dit qu'il fallait que les appels publics profitent principalement aux entreprises régionales, et avec quitte le président, à s'affranchir du code des marchés publics. C'est un peu paradoxal. Quitte à modifier le code des marchés publics. C'est-à-dire qu'avec le président Wauquiez, on s'efforce aujourd'hui de mettre des clauses sociales et environnementales qui, par des critères objectifs, nous permettent de favoriser les entreprises régionales. Et donc il ne s'agit pas de dire on lance des appels d'offres publics qui iront obligatoirement à telle ou telle entreprise. Il faut non. L'important dans un état de droit, c'est de faire en sorte qu'on est conforme à la loi. Et donc il faut savoir faire évoluer la loi. Non, ce n'est pas une hypocrisie. C'est qu'en fait, on doit favoriser les entreprises régionales sur la base de critères objectifs. Et des critères sociaux et environnementaux, demander aux salariés, ça les touche. Justement, vous parlez d'environnement. Comment vous réagissez à ces propos de Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire, évoquant que le réchauffement climatique n'est finalement pas dû à l'homme Vous n'êtes pas vice-président à l'environnement, mais le transport, ça fait partie de cette transversalité sur les thématiques environnementales. Je pense qu'il y a des moments où les ambiances pré-présidentielles et les ambiances de primaire poussent à tenir des propos qui dépassent probablement la pensée et puis qui dépassent les consensus scientifiques. C'est-à-dire qu'on a devant nous, en tant qu'élus, même si au fond ce que dit le président Sarkozy peut être légitime, puisqu'il explique qu'il n'y a pas que la production de gaz à effet de serre par les hommes qui conduit au réchauffement climatique. C'est très juste. Mais il y a aussi la production de gaz à effet de serre produite par les hommes, et dans la responsabilité qu'est la mienne, je me bats tous les jours pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc il ne faut pas abandonner ces grandes politiques qu'il avait lui-même lancées au moment du Grenelle de l'environnement. Sur le débat futur en matière de transport qui va se jouer là, avec la prochaine convention avec la SNCF, où la SNCF veut plutôt faire plus de bus que de trains, notamment sur les petites lignes, vous, du coup, vous allez, en pensant au gaz à effet de serre, refuser les bus ?
On peut travailler, parce que le SNCF a une démarche de responsabilité. On ne peut pas toujours taper sur la tête de la SNCF. Il y a certains endroits où effectivement on peut faire du bus. À nous d'inventer du bus électrique. À nous d'inventer du bus qui ne produit pas de gaz à effet de serre. On est tout à fait capable, dans un département comme le mien, qui est celui de l'hydroélectricité, de produire de l'énergie, de produire de l'hydroélectricité sans avoir recours à des énergies fossiles. On peut demain avoir des véhicules de transport en commun qui fonctionnent à l'électricité. Et donc, là où effectivement il y a une efficacité à mettre le train en bus, à nous de penser le bus qui ne polluera pas. Merci beaucoup Patrick Mignola d'avoir répondu à notre invitation et à nos nombreuses questions. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de l'Autre Direct. Bonne journée, au revoir.